Merci, voilà. Merci, Monsieur le Président. Je me suis rapproché de vous pour l'occasion. Je voudrais d'abord, comme tout le monde, mais moi particulièrement, remercier d'abord notre doyen, Lucie Delaby, ainsi que Arnaud C., puisque tous les deux, lorsque Arnaud C. était président de section, ils m'ont attribué la responsabilité, alors lorsque j'étais un tout jeune maître de conférence l'année dernière, d'organiser cette journée d'études, ce colloque en collaboration avec le tribunal administratif d'Amiens. Et j'en profite pour préciser que je suis très heureux d'avoir été aussi bien accueilli dans cette université. Et j'espère que les étudiants se sentent aussi bien accueillis. Alors, je remercie aussi le président Maisonnion d'avoir accepté de m'associer à cette organisation. Je crois que pour l'instant, on ne s'en est pas trop mal sorti. Et je suis également, et je crois que nous sommes tous très heureux, bien entendu, de la présence de monsieur le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qui assiste au débat et qui assurera la clôture. Je suis heureux parce que ça me rappelle déjà des souvenirs, même si je ne me sens pas encore très vieux, puisque la première fois que j'ai pris la parole dans un colloque, c'était au Conseil d'État. J'aime bien faire les choses simplement. Donc j'étais un jeune doctorant au Conseil d'État et j'avais présenté à l'époque une présentation sur l'étude d'impact des projets de loi au Conseil d'État. Autrement dit, comment le Conseil d'État examinait la qualité des études d'impact qui accompagnent maintenant les projets de loi. J'étais pétrifié, j'ai cru que j'allais tomber en syncope devant M. Sauvé et devant les autres membres du Conseil d'État. Finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Sauf que le sujet que je présentais à l'époque, c'était un sujet dans lequel j'expliquais qu'en réalité, à part parler de l'examen que faisait le Conseil d'État sur les études d'impact des projets de loi, il n'y avait pas de contentieux. Il n'y avait pas de contentieux, j'en étais un petit peu désolé, et du coup j'avais fait une présentation assez prospective. Et finalement, je me retrouve un peu dans la même situation aujourd'hui. Je suis encore devant monsieur le vice-président du Conseil d'État, et je fais encore une présentation prospective, car je crois qu'il n'y a pas de contentieux encore sur l'action de groupe, devant le juge administratif en tout cas. Alors, quelques mots pour rappeler, pour présenter ce qu'est l'action de groupe, s'il y a des étudiants en début de cursus. L'action de groupe, c'est un mécanisme qui permet à un demandeur de porter en justice les réclamations d'un groupe indéterminé d'individus qui sont victimes du comportement fautif d'une même personne. Voilà, je prends le temps de dicter, c'est mon habitude maintenant d'enseigner dans un amphi, j'entends l'ordinateur qui se tape, voilà, pas trop quand même, donc vous avez raison, je vais accélérer. C'était quand même pour poser les bases. Alors l'action de groupe, elle vient, vous le savez sans doute pour beaucoup, elle nous vient des États-Unis, toutes les belles choses nous viennent des États-Unis, on le sait bien. Les class actions se sont développées dans les années 30 et elles permettaient de réparer des préjudices individuels de masse subis à l'occasion d'un accident. Et les class actions marchent très très bien aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler d'une action de groupe qui a été lancée à la mi-décembre contre, vous savez, cette marque avec une pomme, la marque à la pomme, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On raconte, mais c'est sans doute faux, qu'il y aurait un problème d'obsolescence programmée dans nos téléphones intelligents. On verra si cette action de groupe aboutit, mais c'est pour vous donner des exemples de l'utilité de ce mécanisme. Alors en France, parlons un peu de nous. En France, on a accueilli l'action de groupe d'abord en matière de consommation et de concurrence dans la loi dite Hamon de 2014. Elle a été utilisée dans certains contentieux. Lactalis est en train de se demander si il ne va pas voir se profiler une action de groupe. Ce qu'il faut dire sur ce dispositif, s'agissant de celui qui s'adresse au juge administratif, il se distingue un peu de l'action de groupe en matière de consommation. L'action de groupe devant le juge administratif, elle vient de réflexions qui ont été internes, d'abord à la juridiction. Elles sont moins venues d'une pression des administrés ou des avocats.
Pourquoi est-ce que l'action de groupe devant le juge administratif est venue d'abord du juge lui-même? C'est parce qu'on a d'abord perçu ce dispositif comme un mécanisme censé être au service du juge, notamment pour lutter ce que l'on appelle les contentieux sériels, c'est-à-dire les cas dans lesquels vous avez une pluralité de requêtes qui sont rédigées de manière plus ou moins similaire et qui mettent en cause la responsabilité de personnes publiques. Alors, j'avais déjà présenté, dans le cadre d'un précédent colloque à Lille, déjà avec Monsieur le Président Maisonnion, une présentation sur l'action de groupe ainsi que sur l'action en reconnaissance de droit, et je me faisais une joie aujourd'hui, devant vous, de vous montrer combien les choses avaient changé depuis cette précédente présentation, mais elles n'ont pas tant changé que ça. Alors, comment fonctionne l'action de groupe? Est-ce qu'elle fonctionne? Je vais devoir, je crois, assez rapidement doucher votre enthousiasme, ou peut-être rassurer les membres d'administration qui sont ici. Ce n'est pas le grand soir du contentieux administratif français. Il n'existe pas déjà de régime général d'action de groupe devant le juge administratif. Vous ne pouvez pas intenter une action de groupe sur n'importe quel sujet à partir du moment où vous seriez plusieurs victimes d'un même dommage qui serait similaire. Vous avez des actions de groupe dans quelques domaines qui ont été ouvertes. D'abord, l'action de groupe en matière de santé, depuis une loi de 2016. Et puis, depuis une loi du 18 novembre 2016, cette fois la loi J21, dont nous avons déjà parlé, une loi très importante pour le contentieux administratif. Cette loi Justice 21, elle a créé une sorte de socle procédural commun à toutes les actions de groupe, sauf à celles en matière de consommation, et elle a renvoyé à plusieurs régimes d'actions de groupe différents, en matière de discrimination, en matière d'environnement, en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, dans cet après-midi qui est consacré à la prospective, mais à la prospective qui est proche de nous, pas celle qui est lointaine, que l'on verra tout à l'heure, celle que l'on peut encore imaginer facilement, j'ai voulu rechercher si, depuis ma précédente intervention, il y avait des éléments nouveaux, sinon en contentieux, mais du point de vue des recours, de la doctrine, des éléments permettant de penser que l'action de groupe devant le juge administratif allait peut-être, finalement, profondément changer le contentieux administratif français. Et le fil rouge de ma démonstration est le suivant. Je maintiens que les mécanismes d'action de groupe constituent des dispositifs qui sont assez révolutionnaires du point de vue des dispositifs introduits. Mais que pour l'instant, les dispositifs s'inscrivent dans des procédures qui sont trop strictes pour que l'on puisse craindre qu'à Amiens ou ailleurs, le juge administratif croule bientôt sous les actions de groupe. Je parle bien sûr sous votre contrôle, Monsieur le Président. Voyons d'abord, premier point, un cadre juridique innovant. Une heure et quart, d'accord. Bon, je vais 5 minutes. Alors, un cadre juridique innovant en 5 minutes, très bien. Un point important, la principale innovation de l'action de groupe, c'est qu'elle constitue la négation de l'adage « nul ne plaide par procureur », du moins en l'absence de consentement préalable de ceux qui sont représentés. Nul ne plaide par procureur. Alors certes, depuis l'arrêt que tous les étudiants ici connaissent, et bien entendu les praticiens, je ne parle même pas des universitaires, depuis cet arrêt syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, de 1906, on sait que l'action collective exercée par un syndicat ou une association permet de faire respecter l'intérêt collectif d'un groupe, mais pas les intérêts individuels de chacun des membres du groupe, sauf, bien sûr,
s'il y a un mandat spécial. Et c'est là que l'action de groupe innove, car elle permet à un groupement d'exercer une action en justice pour le compte de personnes qui ne sont pas identifiées à ce stade de la procédure, donc sans avoir reçu de mandat préalable. Alors, à quoi ça peut servir concrètement une action de groupe? J'aurais aimé vous parler de contentieux, il n'y en a pas encore. 3 exemples néanmoins. Le premier exemple, il a été donné par un parlementaire qui est devenu garde des Sceaux et qui regrette aujourd'hui qu'on ait maintenu trop longtemps l'état d'urgence. Imaginez une association de femmes fonctionnaires qui estimerait, très curieusement, que leur rémunération, qui est inférieure de 18% par rapport à leurs collègues masculins, à profession équivalente, constitue une discrimination. Imaginez que ces femmes décident de faire une action de groupe discrimination. Premier exemple. Deuxième exemple, imaginons des détenus qui seraient victimes de préjudices dans le cadre de leur détention, même si on sait que, heureusement, ces choses-là n'arrivent jamais, mais imaginons, on imagine, eh bien, ces détenus pourraient aussi avoir envie de faire une action de groupe. On pourrait aussi imaginer une action de groupe en matière de données personnelles, mais je serais du coup un petit peu trop long. Simplement un mot pour dire que les données personnelles représentent un enjeu central du futur du droit administratif, mais je crois qu'il en sera, ce sera évoqué un petit peu après mon intervention. Alors, je vais peut-être passer assez vite, s'il me reste même plus 2 minutes maintenant, jusqu'à 15 heures. Je vais passer rapidement sur les principaux éléments de cette procédure, en vous disant tout de même, déjà en vous renvoyant au texte, bien sûr, et en vous renvoyant à tous les articles qui ont déjà commenté ces textes qui n'ont pas encore de contentieux, il faut que vous imaginiez qu'il y a, on va dire, 3 étapes dans une action de groupe. D'abord, il y a une phase pré-contentieuse où on va mettre en demeure l'administration ou la personne privée chargée de mission de service public. On va la mettre en demeure. Si l'administration n'obtempère pas, alors certains groupements pourront saisir le juge et faire une action de groupe. Il y a alors à ce stade ce qu'on appelle un jugement cadre. Et dans ce jugement cadre, on va apprécier la responsabilité de l'administration et on va essayer de déterminer les groupes de personnes qui sont concernées par le préjudice qui a été subi, en fixant des critères. Après ce premier jugement cadre qui est déclaratoire, eh bien, tous les individus vont pouvoir, s'ils sont dans la situation qui est visée par le jugement cadre, ils vont pouvoir s'adresser à l'administration ou au groupement, selon les cas, je dois aller assez vite, pour demander indemnisation. Alors, voilà, je sais l'essentiel de la procédure, et pardon pour ceux qui connaissent cette procédure, qui constatent que j'ai sauté certains éléments. Et j'en viens peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire la question de l'effectivité de ce nouveau dispositif. Je consulte souvent le site du Conseil d'État. Je l'ai consulté hier soir. Il y a une page consacrée à l'action de groupe où il est indiqué, je cite, ouvrez les guillemets, « Aucune action de groupe enregistrée à ce jour ». Alors pour comprendre cette situation, il faut comprendre que le législateur devait faire face à un défi très important. À la fois ouvrir des voies de recours suffisamment accessibles pour le justiciable, sans pour autant prendre le risque de faire vaciller la République dans une période où les contraintes budgétaires sont assez serrées, on va dire. Mais là, je suis plutôt là pour vous rassurer. À mon avis, l'administration n'est pas trop en danger à ce stade avec l'action de groupe et on est très loin des risques et des dérives que l'on trouve aux États-Unis. Pour l'instant, aucune action de groupe en matière de consommation aboutit, par exemple. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas bien ? Pourquoi ça ne fonctionne pas bien ? Tout d'abord parce que c'est une voie de recours particulièrement étroite. Les groupements dont je vous parlais de façon évasive, je vise les associations et
dans certains cas les syndicats, la qualité à agir est appréciée extrêmement strictement, sauf pour l'action de groupe en matière de santé. Il faut soit être en présence d'une association qui bénéficie d'un agrément, soit il faut une association régulièrement déclarée depuis 5 ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte. Alors, il y a 2 jours, l'ancien ministre de la Consommation, Benoît Hamon, était sur une radio publique et on lui demandait quel bilan il faisait de l'action de groupe consommation. Et je pense que ce qu'il dit vaut également pour l'action de groupe devant le juge administratif. L'idée, c'est peu mieux faire. Il faut probablement élargir la catégorie des associations qui pourront exercer une telle action. Donner la possibilité à plus d'associations d'intenter des actions de groupe. Mais ça n'est sans doute pas suffisant, bien sûr, car pour faire une action de groupe, il faut du temps, il faut du personnel, il faut de l'argent, il faut une expertise juridique. Donc, ce qu'il faudrait aussi, c'est sans doute un fonds de participation au financement de l'action de groupe. On a essayé de l'introduire de façon un petit peu maladroite en 2017. On pourra peut-être le faire d'une autre manière bientôt. Et dernier point pour vous dire que l'autre problème à ce jour de l'action de groupe devant le juge administratif, c'est que contrairement aux apparences, il n'y a pas un régime général d'action de groupe et des régimes particuliers. Il y a un simple socle procédural commun et de multiples actions de groupe dans des codes éparpillés, dans des lois éparpillées, avec des règles qui ne sont pas toujours les mêmes. Si l'on devait, devant cette assistance, émettre un vœu, ce serait que le législateur envisage très sérieusement de faire de l'action de groupe un authentique véhicule procédural universel et qu'il permette à davantage d'associations d'intenter des actions de groupe. En attendant, en l'absence d'adaptation du droit positif, nous sommes avant tout en présence d'un droit virtuel.